Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Russia is fake news. This is fake news put out by the media. I don't know what the truth is about his ties with Russia. Un fragile équilibre s'est rompu. Nos sociétés traversent une crise de confiance d'une ampleur et d'une durée sans précédent. Nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. S'il n'y avait pas de risque, je ne pense pas qu'ils fermeraient tous les commerces ou ils fermeraient les écoles. Jamais la rupture entre opinion publique et décideurs n'a été aussi évidente. Jamais la défiance envers la parole donnée n'a été aussi grande. Maintenant, ça suffit. Ou il prend des mesures, il s'intéresse au peuple, ou alors il dégage. La défiance devient presque un mode de vie, si j'ose dire. On est dans une culture de la défiance et pas seulement dans une crise de la défiance. Ça touche aussi évidemment les entreprises qui auparavant étaient crues sur parole et qui aujourd'hui sont scrutées. Je suis en colère parce que, en tant que consommateur, je devrais savoir exactement ce que je mange. Je ne pense pas que Facebook soit honnête avec nous. Facebook savait depuis 2 ans que ces données étaient utilisées. Plus on avance et plus on découvre d'informations qui montrent que Monsanto a caché les risques aux consommateurs et au gouvernement. Vu l'ampleur de la crise, est-il possible de sortir de cette défiance qui n'épargne aucune institution? Est-ce une question de transparence? Une affaire de vérité? La vérité a-t-elle encore un sens à l'heure des fake news et des faits alternatifs? Nous avons voulu nous interroger sur les mécanismes qui créent la confiance. Nous sommes allés à la rencontre de philosophes et d'experts pour essayer de redonner du sens aux mots et aux concepts que l'on entend tous les jours sans parfois bien les comprendre. Peut-être nous donneront-ils les clés pour retrouver le chemin de la confiance. Il y a dans l'air du temps comme une tendance profonde qui se dessine. Si l'on écoute, si l'on lit attentivement, un mot revient sans cesse, brandi et revendiqué par tous. Transparence. Avec tous les scandales qui sont sortis, en fait, les consommateurs ont remis en question cette confiance et aujourd'hui, ils ont vraiment envie de transparence. C'est vraiment pas bon pour la santé, il ne faut pas manger ça. Voir sans filtre semble être devenu le nouveau credo. La transparence serait-elle le bon remède à la défiance ? Si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. On vous attend. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut tout savoir, sur tout et tous, en permanence. Politique, médias, consommation, rien ne semble échapper à cette demande de transparence, nourrie en abondance par un accès toujours plus massif à l'information à l'ère des réseaux sociaux et de l'immédiateté. Arrêtons-nous un instant sur ce terme. Qu'est-ce que la transparence ? Une première surprise, la transparence ne date pas d'hier. C'est un héritage des Lumières, cette période charnière de l'histoire qui a vu l'homme se penser comme individu. Alors la transparence, c'est l'histoire de notre modernité. Elle a 3 siècles. Elle commence véritablement comme idée très forte au siècle des Lumières. Ce n'est pas un hasard si on appelle le siècle des Lumières ainsi, parce que c'est un moment où on veut se débarrasser de toutes les opacités, de toutes les obscurités qui sont dues à la tradition, à la religion, au pouvoir royal. Et c'est à ce moment-là que les philosophes, ce qu'on appelle les philosophes à l'époque, en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, essayent de montrer qu'on peut se débarrasser de ces opacités. C'est-à-dire qu'on peut, comme le dit Emmanuel Kant, faire un usage public de sa raison. Cette revendication de publicité, c'est-à-dire au fond d'accessibilité par tous aux décisions et aux raisons des décisions, c'est un concept strictement politique qui a un rapport avec la constitution de l'opinion publique et de l'espace public. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle transparence. Et cette idée, c'est l'idéal de notre modernité. C'est ce qui nous guide depuis le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui, quand nous voulons savoir pourquoi il y a encore des secrets dans notre société, pourquoi on nous cache quelque chose. Jusqu'où la transparence doit-elle s'étendre ? Et si tout ce que vous gagnez était accessible à tous ? Un cauchemar ? Pour les Suédois, c'est une réalité bien acceptée.
Il y a 10 ans, cet entrepreneur a eu une riche idée. Éditer un annuaire où figureraient, en plus des noms et des adresses, les salaires. Voilà, la toute dernière édition du catalogue. Décembre 2016. Ah voilà. Johansen Kent Anders, 22 rue Stenjeberg, 46 ans. Et voilà mon salaire annuel, 160 000 €. Un catalogue par commune qui recense chaque habitant à partir de 18 ans. Ratsit, c'est bien utile d'être curieux. Il faut une transparence pour pouvoir être assuré dans la confiance que nous portons au secteur public, à nos hommes politiques, à notre administration, veiller à ce que ça se passe bien. Il y a une vie privée qui est là très bien protégée, mais tout ce qui, quelque part, appartient au bien public, tu en fais partie, donc tu as un droit de regard. C'est un petit peu cette conception avec laquelle tu vis. Vu d'ici, on se dit que la transparence à la suédoise est légèrement excessive. Mais l'est-elle tant que ça, au regard de l'évolution de nos sociétés ? L'exigence de transparence, qui est une exigence profondément démocratique, est devenue une injonction de transparence. Et au cours des années, et notamment dans les dernières décennies, beaucoup d'entre nous sentons que la transparence n'est plus seulement cet élan finalement pour défendre les droits du citoyen, mais est devenue une sorte d'impératif social. Et ça, c'est devenu gênant. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus surveillés par divers acteurs, et notamment grâce aux nouvelles technologies. On s'est habitué à être filmé dans les rues, on s'est habitué à ce que tout ce qu'on écrit ou poste sur Internet soit finalement connu par les entreprises. Donc en fait, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'on nous a demandé d'être transparents pour mieux nous surveiller, et nous l'acceptons. Et on voit aujourd'hui en Chine, avec le système de notation sociale des citoyens, que en fait, ça limite la liberté des hommes. Donc aujourd'hui, face à la transparence, je crois qu'on a tous un rapport un peu ambivalent. En semant quotidiennement nos données, nous avons contribué à l'émergence d'un monde où s'efface la frontière entre domaine public et vie privée. Cette hyper-transparence permet-elle au moins de rétablir la confiance ? Je crois que la transparence en tant qu'exigence démocratique est fondamentale, et elle va continuer d'ailleurs à croître, parce qu'on a envie de savoir près de quelle usine on vit, quel air on respire et ce qu'on mange. Ça, c'est fondamental. En revanche, je pense que la transparence absolue, qui est aujourd'hui le credo d'une société qui serait parfaite, où il n'y aurait plus d'imperfection, plus d'opacité, ce credo-là, il est insuffisant pour établir la confiance. La transparence, elle accroît au contraire la défiance, puisque c'est toujours plus de transparence et toujours plus de soupçons. Enfin, on le voit, on a un exemple historique extraordinaire qui est l'exemple de Robespierre, de la loi de la Grande Terreur, où la notion de suspicion prend une telle ampleur que Robespierre dit en substance « on est même suspect à soi-même ». Les sociétés qui ont fait, d'une certaine façon, un usage massif de la transparence, ce sont les sociétés totalitaires. Puisqu'elles font disparaître la sphère du privé, il y a quelquefois aussi une nécessité du secret. Et il y a aussi une nécessité du secret dans la sphère de la vie privée et de l'intime. Donc en fait, démocratie n'est pas l'équivalent de transparence. On pensait avoir trouvé la solution. Mais tout montrer, tout voir, semble avoir trouvé ses limites. Alors revenons un peu en arrière. Qu'est-ce que la confiance ? Quelle signification lui donne-t-on ? Comment l'accorde-t-on ou non ? La confiance, c'est fragile par définition parce que c'est un mélange de savoir et de foi. De savoir parce que quand on fait confiance à quelqu'un, souvent, c'est qu'on a des raisons, au moins quelques petites raisons de lui faire confiance. Et c'est aussi une foi, parce que confiance, en latin, c'est cum fidere. Et fidere, c'est-à-dire confier quelque chose à quelqu'un. Dans fidere, il y a fides, la foi. Donc la confiance, c'est un mélange de savoir et de foi, où on a des bonnes raisons de faire confiance, mais en même temps,
on va croire que ça va bien se passer. C'est le fait qu'on va accorder du crédit à quelqu'un pour l'avenir. On va lui confier son argent, on va confier son argent à un banquier pour qu'il en fasse bon usage. On va confier son enfant à des éducateurs pour qu'ils l'élèvent. On va confier un secret à un ami pour qu'il ne trahisse pas. La confiance, c'est cette espèce de sentiment un peu flou qui est indispensable à un contrat dans l'avenir. C'est elle qui permet la promesse et c'est elle qui permet aussi la création. Alors ça, c'est ce que dit très bien le philosophe Henri Bergson. Il dit que finalement, la durée, elle est créatrice parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir du nouveau qui apparaît, qui advient. Il y a quelque chose de très important dans le fait de pouvoir faire confiance à ce que dit l'autre. Parce que si je suis dans la défiance permanente et que je me mets à soupçonner à chaque instant que l'autre peut ne pas me dire la vérité et que c'est une sorte d'a priori, les échanges ne sont absolument pas possibles. Donc d'une certaine façon, la confiance est une notion fondamentale liée à la possibilité même des échanges. Elle a un rapport à l'avenir qui est très fort. Rapport que la transparence n'a plus. Parce que la transparence, c'est dans l'idée d'une instantanéité. Quand on est dans la transparence, il n'y a qu'à regarder. C'est tout. On sait tout ce qui se passe, on voit tout. Alors que la confiance nous propose un monde où tout n'est pas visible, où tout n'est pas totalement connaissable, donc où il faut à un moment, justement, faire un saut dans l'inconnu. Et ce saut dans l'inconnu, c'est l'avenir. Donc il y a une sorte d'exclusion entre les concepts de transparence et le concept de confiance. Une société de transparence serait donc une société figée, dans l'observation permanente d'elle-même, sans regard vers l'avenir. Il nous faut donc repartir de notre point de départ. Comment inspirer à nouveau confiance? Comment allier ce savant mélange de connaissances et de foi, de présent et de futur qui permettent à un discours d'être cru? Pour nos deux philosophes, confiance et vérité vont de pair. Mais alors qu'est-ce qu'un discours de vérité? La vérité, c'est difficile à définir. Vrai est un mot à prétention forte, presque absolue. Et vrai, quelque chose qui, comme dit Aristote, un discours qui est parfaitement conforme au réel. Donc vrai a une ambition forte. On a l'impression que la vérité ne bouge pas, qu'elle est intangible, qu'elle ne change pas. Or, la vérité peut évoluer, même en matière de propositions scientifiques. On invente et on découvre, on fait des découvertes qui modifient la définition de la vérité scientifique. Donc il n'y a pas de définition univoque de la vérité. Il y a une très belle phrase de Kafka qui dit « La vérité est une, mais elle a plusieurs visages, et c'est la raison pour laquelle il est si difficile de l'appréhender. » La vérité, ça n'existe pas. Les vérités, ça existe. Chacun a la sienne, bien sûr. Il y a la vérité judiciaire, qui, hélas, n'est pas toujours, et même pas souvent, la vérité vraie. Il y a la vérité révélée, pour ceux qui croient dans l'au-delà et dans les puissances surnaturelles. La vérité n'existe pas plus. Mais l'avantage de la vérité, c'est que c'est un horizon. Il faut toujours la quêter, la poursuivre, la chérir, en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Mais on peut l'approcher. C'est notamment le dogme du journaliste. Le journaliste doit courir après la vérité en sachant très bien que jamais il ne l'aura, en tout cas jamais pure et complète. Le voyage en vérité s'avère compliqué. On en fait l'éloge, mais elle est en réalité insaisissable. Une approche d'autant plus difficile aujourd'hui que la vérité est de plus en plus menacée. J'ai passé l'été, comme peut-être certains d'entre vous, à voir sur les réseaux sociaux circuler que nous avions un gouvernement sataniste, que nous avions légalisé la pédophilie, que nous allions apprendre aux enfants à se masturber à l'école à partir de l'âge de 4 ans, etc., etc. Aujourd'hui, toute parole est remise en cause en quelques clics. Toute décision politique est sujette à soupçon en quelques tweets. Avec l'avènement de Donald Trump, les fake news sont passées du statut de ragot du web à celle de parole officielle. So Obama's talking about
all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Moi, je m'intéresse à l'écologie depuis que j'ai 20 ans. Donc, j'en ai 73. Donc, ça fait un moment que, au quotidien, je m'intéresse à ça, ça me passionne. C'est ma vie, en fin de compte, quelque part. Et quand je vois tous ces chiffres qui s'accumulent, ces chiffres négatifs, tout ce c'est terrible, ce qui arrive en ce moment. Ça t'assomme, quelque part. T'es écrasé par ces empilements de rapports du GIEC qui sont de plus en mauvais chaque année. Et aujourd'hui, on devrait nous obliger à dépenser moins d'énergie fossile. C'est la seule solution. Et donc, cette espèce de déni qu'on a devant la vérité, c'est incroyable. C'est même inouï. On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. Et en fin de compte, ce courage, on n'est pas capable de l'attraper et d'y aller, quoi. Et c'est ça le courage de la vérité. C'est un mot que j'aime bien. Alors, quelles sont les chances de la vérité quand elle n'a plus pour beaucoup ni importance ni valeur? Quand le monde a basculé dans l'ère de la post-vérité? La post-vérité consiste à dire des choses qui ne sont pas conformes aux faits et à les relayer sur Internet. La post-vérité, c'est pas totalement hasard, je pense, si elle apparaît à une période d'injonction de transparence. Je me demande même si le plaisir que peuvent avoir certains à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité n'est pas une sorte de réponse rageuse, absurde souvent, dangereuse sans doute, à l'injonction de transparence. Donc je pense que la post-vérité, le goût pour les fake news, pour les informations non vérifiées, est une forme de mauvaise réponse, mais de réponse quand même à une injonction de transparence qui commence à angoisser pas mal de nos concitoyens. Quand on voit quelles sont les raisons et à quel moment le concept de post-vérité est apparu, enfin c'est pas un concept, la notion de post-vérité est massivement apparue, c'est-à-dire après le Brexit, après l'élection de Trump, on constate effectivement que c'est lié à une défiance à l'égard des autorités instituées, à l'égard des élites, à l'égard de ceux qui sont censés non seulement détenir le pouvoir, mais détenir le savoir. La post-vérité, elle est marquée par une sorte d'indifférence à la vérité, ou un effacement des frontières entre le vrai et le faux. Peu importe que ce soit vrai ou faux. D'une certaine façon, c'est le dernier mot. Peu importe, du moment que ça me satisfait, que ça me rassure, que ça me conforte dans mes croyances, dans mes convictions, préétablies, qui m'aident à vivre, en quelque sorte. A questão da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Com a intenção de trazer problemas para o Brasil. À ce stade, une interrogation nous traverse. Que se passe-t-il dans le cerveau de celui ou celle qui adhère à une fake news? Nous sommes allés demander son avis à un chercheur en neurosciences cognitives. Et pour lui, 3 facteurs entrent en ligne de compte pour que nous adoptions un message. Le premier facteur, c'est qu'on a plutôt tendance à faire confiance aux personnes qui sont dans notre cercle social, plutôt à celles qu'on ne connaît pas. Le deuxième, c'est combien est-ce que l'information est loin de mon opinion de base. Donc si vous avez une croyance très forte sur, je ne sais pas, disons que les OGM, c'est quelque chose qui est très très mauvais, et vous tombez sur un article qui vous dit en fait au final les OGM, tout ça pour ça, c'est pas si grave. Là, vous allez avoir une sorte de braquage. La troisième famille, c'est ce qu'on appelle la flemmardise intellectuelle. On pense que notre cerveau, c'est genre cette machine qui peut traiter toute l'information du monde, alors qu'on est en train de regarder le monde à travers le trou d'une serrure. Et du coup, on a besoin de donner du sens, on va remplir les vides, les choses qui nous manquent, etc., pour se donner une sorte de direction et fonctionner. C'est ces jeux d'interaction, de boucles de rétrocontrôle entre ce que je crois, les fonctions sociales, la flemmardise intellectuelle. Des fois, les fake news ont cet avantage d'être plus simples. Et donc, on y adhère plus facilement, on va dire. Si on comprend bien, notre cerveau aime la facilité. Et à l'heure de la connexion permanente, il est de plus en plus difficile à raisonner.
Et que dire quand les fake news viennent d'en haut? Quand Donald Trump estime qu'il y avait plus de monde à son investiture que pour celle d'Obama. Même l'évidence n'a plus de sens. Faire entendre la vérité s'avère plus compliqué que jamais. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. C'est pas une époque avec moins de vérité que nous traversons. C'est une époque où il y a plus de mensonges. Donc ça veut dire qu'une partie du combat pour la vérité, c'est d'abord un combat contre le mensonge. On va passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à détruire les mensonges avant d'utiliser le temps qui reste à poursuivre la vérité. Regardez comment nombre de journaux ont bâti des équipes anti-fake news. C'est autant de journalistes qui ne révèlent pas des scoops, puisqu'ils passent du temps, et c'est très utile, à détruire des fake news. Fini les liens sensationnels, place aux faits. À l'aube d'un choix historique, ne prenez pas le risque d'être trompé et posez vos questions au bon endroit. Check News, le moteur de recherche humain. Résumons. La vérité est insaisissable. D'autant qu'elle est concurrencée par le relativisme des opinions, à laquelle la viralité des fake news fait écho. Si on devait ne garder qu'une définition de la vérité, c'est celle d'Aristote. Est vrai ce qui est conforme au réel. A-t-on une chance de pouvoir revenir au réel? Yann Arthus Bertrand en est un expert. Par ses photos, par ses films, il tente de nous alerter sur l'état de la planète. Moi, je suis un photographe assez simple, en fin de compte. Ce que je montre, c'est tout simplement ce que je vois. Et c'est pas trafiqué, c'est la vérité, quoi. On peut toucher les gens que par le réel, de toute façon. Et que ça qui touche les gens. Si tu es dans le réel, c'était pas dans le déni, quoi. Post-vérité, déni de réalité. Comment dans ce contexte peut-on encore espérer tenir un discours de vérité? On peut être tenté de définir la vérité comme sincérité. Pour que la vérité soit conforme au réel, il faut de la sincérité. Mais la sincérité, c'est compliqué. Être sincère, être naturel, c'est une sorte de grâce. C'est une sorte de miracle. Et comme le dit La Rochefoucauld, rien n'empêche tant d'être naturel que d'avoir envie de le paraître. Si on veut l'être, ça veut dire que parfois on le construit. Et donc il y a une part d'insincérité dans notre désir d'être sincère. Pour être dans le réel, ça suppose de l'humilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un tient face à vous un discours qui est trop standardisé, qui est trop codé, qui est trop parfait, je dirais, eh bien, on a sans doute moins confiance que face à un discours qui a des aspérités, qui n'est pas parfaitement lisse. Et je pense que ça, c'est une des réponses possibles. C'est qu'une forme de naturel, une forme de spontanéité sont une manière de rétablir un lien humain, finalement, entre les gens qui parlent. Donc, de rétablir une forme de confiance. Pour un éditorialiste, peu importe d'avoir raison ou de se tromper, le citoyen pense ce qu'il veut de toute façon. L'important, c'est d'être convaincu et d'être sincère, de ne jamais dire quelque chose en quoi on ne croit pas, de ne jamais dire quelque chose qui vous a été refilé par un autre, une pensée de seconde main. Et c'est vrai aussi pour les politiques. La pensée de seconde main en politique, ne plus être sincère, ne plus dire ce qu'on croit, mais ce que vous croyez qu'il faut dire, c'est fatal. Les grandes entreprises rentrent dans ce même discours de sincérité, vis-à-vis de leurs salariés d'abord, et vis-à-vis de leurs consommateurs ensuite. Ça n'empêche pas la part de la consommation, de la publicité, de la communication, du marketing. Tout ça, ce sont des sciences de l'adaptation à un marché. Mais une grande entreprise qui n'est pas fondée d'abord sur une politique de l'offre, j'ai une idée d'un produit qui va porter des valeurs, elle peut avoir des succès éphémères, elle peut spéculer. Elle ne pourra jamais devenir une grande entreprise, c'est-à-dire celle qui va marquer son époque et qui va rentrer dans la vie quotidienne des gens et dans le langage commun. C'est la différence entre des fabricants et des entrepreneurs. Pour inspirer confiance, mieux vaut jouer la carte de la sincérité. Une sincérité bien réelle et non un masque. Car il y a urgence à agir. J'ai presque envie de dire c'est la dernière chance. La fracture entre le citoyen, les talents, les consommateurs et les entreprises, il ne faut pas qu'elle devienne plus grande, parce que moi je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'alternative au modèle. Donc la façon de préserver le modèle et de faire une inflexion nécessaire à la planète et nécessaire à notre bien-être à tous, à notre engagement, au fait que notre vie soit meilleure,
c'est que les entreprises prennent massivement ce tournant. Je pense que pour rétablir la confiance, il faut un discours qui assume une part d'incertitude, qui assume une part de risque, mais qui soit un discours enthousiasmant. Et je crois que la transparence doit rester une exigence qui va croître, mais ne peut pas se substituer à un discours qui vise à emmener les autres dans un projet d'avenir qui comporte des aspects non transparents, c'est-à-dire des aspects opaques, des aspects inconnus. Si on a un projet commun, ça permet de redonner confiance, pas simplement dans l'autorité, mais dans la possibilité même d'un monde commun. C'est ça la question fondamentale, c'est la question du futur. C'est pas parce que l'avenir est incertain que ça nous empêche de nous orienter vers le futur, de choisir une action. Les Grecs faisaient une distinction très claire entre le skopos, c'est-à-dire le but que l'on vise et qui est déterminé à l'avance, et ce qu'ils appelaient le télos, c'est-à-dire l'orientation vers et qui ne détermine pas a priori un but ou une cible déjà désignée à l'avance. Mais la capacité même de se projeter dans le futur, c'est une condition fondamentale du monde commun. Mais ça suppose qu'on a une mémoire aussi. L'idée, c'est de dire, il y a un idéal, on l'atteindra sans doute jamais, mais c'est en allant vers cet idéal qu'on va améliorer le réel. Ça, c'est le discours de tous ceux qui ont dans ce bas monde des responsabilités. Les grandes entreprises ont d'évidence un rôle à jouer plus important qu'avant, parce qu'elles sont mondiales et parce qu'elles sont rentrées dans nos poches avec les téléphones portables, pour définir cet horizon à long terme. L'idée de l'humain dans 20 ans, l'idée de l'humanité dans 20 ou 50 ans. Cette question de l'idéal, du projet commun, elle est censée se retrouver dans ce que l'on appelle la raison d'être des entreprises. Un chantier ouvert qu'il faudra inscrire dans une démarche de sincérité. On ne peut pas s'inventer, on ne peut pas se plaquer une raison d'être qui ne corresponde pas à ce qu'on est. Il faut que ce soit directement tiré de l'ADN de l'entreprise. Il faut que ça ait la force de l'évidence. Mais le vrai truc à éviter, le seul, c'est que vous pouvez avoir une raison d'être pas très bonne, pas très bien formulée, machin. Si vous êtes authentique, on s'en fout. C'est très bien. Le vrai problème, c'est si vous avez sorti une raison d'être et que, à la première difficulté, au premier ralentissement économique, à la première décision un peu compliquée, vous faites quelque chose qui est complètement orthogonal à la raison d'être. Si vous avez dit les leaders vont se comporter comme ça et que un leader qui se comporte pas du tout comme ça, mais qui a d'excellents résultats, reste dans l'entreprise, tout ça ne sont que des paroles et ça va contribuer à augmenter la défiance vis-à-vis des entreprises et on va dire rien n'a changé. Même avec une démarche sincère, le plus dur restera à faire. Il faudra tenir le cap pour ne pas susciter à nouveau la défiance. Après cette immersion dans les méandres des concepts qui nous entourent, de ces mots que nous utilisons chaque jour, les mécanismes de la défiance nous apparaissent sous un nouveau jour. On se dit que regagner la confiance ne sera pas chose aisée. Cela n'a sans doute jamais été autant difficile, tant ce sentiment est devenu volatile dans nos sociétés. Une chose est certaine, il n'y a aucun risque à essayer. Il y a en revanche tout à perdre, à ne rien changer. On peut rêver d'une langue parfaite de la communication idéale, qui serait le langage presque sans parole de la transparence, qui serait l'exposition de ce qui est, la surveillance de ce qui est, permanente, au fond assez inhumaine. Et contre cela, moi, ce que j'aurais envie de défendre, c'est la promesse qui engage à la fois celui qui la tient et qui cherche à emporter l'adhésion de celui à qui elle est destinée parce qu'elle est porteuse d'avenir. C'est-à-dire non pas une temporalité de la surveillance, mais plutôt une temporalité de la prise de risque en commun.